D'où vient l'eau de la Terre? Voilà une question tout à fait fascinante car en plus d'être nécessaire à notre survie, à notre économie, à l'équilibre de notre écosystème, à la régulation de notre climat, Pour le café, l'eau est tout d'abord ce qui rend notre planète tout à fait unique dans le système solaire. C'est le seul astre que l'on connaisse qui présente cette particularité d'avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais d'où provient toute cette eau? Était-elle déjà présente dès la formation de la planète ou est-elle arrivée plus tard? Si oui, a-t-elle une origine unique ou provient-elle de plusieurs sources? C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode d'Histoire naturelle. Tardif, générique. oh yeah! Ce qu'il faut tout d'abord bien comprendre quand on cherche à savoir d'où vient l'eau sur Terre, c'est qu'on parle d'une période qui est très éloignée de nous. Mais alors tellement loin qu'il est quasiment impossible de conceptualiser des périodes de temps aussi longues. Les plus anciennes traces de vie sur Terre datent de 3,8 milliards d'années. Qui dit vie dit eau, et les scientifiques en ont donc logiquement déduit que l'eau liquide devait être apparue avant cette date de 3,8 milliards d'années. Futés les mecs. L'eau était donc présente à l'état liquide sur Terre avant cette date fatidique, ce qui nous plonge dans la toute première période de notre planète, l'AD1. Tardy? Parenthèse échelle. Pour bien se rendre compte du temps qui nous sépare de l'AD1, nous allons ramener l'histoire de la Terre à une année. L'AD1 s'étale sur les 2 premiers mois et se termine le 5 mars. Les premiers animaux, des éponges et des anémones, apparaissent le 13 novembre. Les vertébrés, eux, sont apparus le 1er décembre, les dinosaures le 12 et ont disparu le 25 au soir. Le genre Homo, lui, est apparu il y a 4h30 et nous, Homo sapiens, avons commencé notre aventure il y a seulement 30 minutes. Revenons donc à l'AD1, nommé en l'honneur du dieu grec Hadès, dieu des enfers. Période bien nommée puisqu'en l'occurrence à cette période-là, c'est l'enfer sur Terre. Après la phase d'accrétion de la Terre et la différenciation en noyaux, manteaux, croûtes, l'atmosphère primitive étouffe littéralement la planète et la surface devient une véritable fournaise. En plus de ça, la Terre est constamment bombardée d'objets célestes, ce qui la rend parfaitement inhabitable. Les scientifiques ont d'ailleurs longtemps cru que les conditions de l'AD1 étaient tellement extrêmes que l'eau liquide n'avait pu y apparaître que très tardivement, vers 3,9 milliards d'années. C'est donc logiquement qu'ils ont envisagé que l'eau avait été apportée à la fin de cette période par un grand bombardement d'objets célestes. Les comètes. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'une comète? C'est un caillou. Non. C'est un gros caillou. Non. Les comètes sont des objets stellaires qui viennent du fin fond du système solaire et qui ont la particularité d'être composés en grande partie de glace d'eau. Étudiées depuis l'Antiquité, notamment par les Grecs, certaines d'entre elles ont une orbite tout à fait originale, puisque même venant du fin fond du système solaire, elles passent extrêmement proche de notre Soleil, moment auquel nous avons le plaisir de les observer. Elles possèdent un noyau solide composé à 50% de glace d'eau, une queue qui est composée de gaz et de poussière, et surtout d'une chevelure qui intéresse beaucoup les scientifiques puisqu'elle peut contenir jusqu'à 80% d'eau. C'est d'ailleurs à cette chevelure qu'elles doivent leur nom, puisqu'en grec ancien, kométès signifie littéralement chevelu. Ces comètes peuvent venir de loin, genre un peu loin, comme la ceinture de Kuiper, ceinture dont fait notamment partie Pluton, et qui se trouve entre 30 et 55 unités astronomiques de la Terre, ce qui veut dire entre 30 et 55 fois la distance Terre-Soleil. Ça fait entre 4 et 5 milliards de kilomètres. Mais elles peuvent aussi venir de loin, genre très loin, comme le nuage de Oort qui marque la limite du champ gravitationnel du Soleil et qui se trouve 1000 fois plus loin que Pluton. Et non, c'est pas une expression, il se trouve véritablement 1000 fois plus loin que Pluton. Soit entre 4000 et 5000 milliards de kilomètres. Ça fait beaucoup. Les comètes se sont dès lors imposées comme les meilleures candidates pour l'origine de l'eau sur Terre. Elles contiennent de l'eau en grande quantité, on a des preuves d'un grand bombardement tardif vers 3,9 milliards d'années, ce qui coïncide pile poil avec la naissance de la vie quelques millions d'années plus tard. La boucle est bouclée, la messe est dite. Sauf qu'en science, et particulièrement dans le domaine de l'histoire naturelle, les nouvelles découvertes viennent constamment bousculer les théories en place. Et récemment, 2 découvertes majeures sont venues mettre à mal la théorie de l'origine de l'eau via les comètes. La première survient au début des années 2000, c'est la découverte des zircons de Jack Hill en Australie. Alors forcément, la première des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un zircon? Je sais, c'est un caillou. Non. Si, un petit caillou. Non. Un zircon est un minéral qui a 2 propriétés particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'il est particulièrement résistant à l'altération et peut se conserver pendant des milliards d'années.
Sa deuxième particularité est qu'il conserve dans sa structure chimique les traces d'eau liquide, ce qui en fait un excellent marqueur pour ce genre de recherche. Bref, les zircons de Jack Hill présentent des traces d'eau liquide et il se trouve qu'ils sont datés de 4,4 milliards d'années, soit bien avant la date du grand bombardement tardif qui aurait apporté l'eau sur Terre selon la théorie des comètes. Du coup, la théorie des comètes prend un sacré coup dans la tronche. Mais le coup de grâce va arriver en 2014 lorsque Rosetta va déposer l'appareil Philae sur la comète Chury. L'appareil se met à analyser l'eau de la comète et là, c'est le drame. L'eau de cette comète s'est révélée être très différente de celle de nos océans terrestres, notamment par sa quantité d'eau dite lourde. Pour savoir ce qu'est l'eau lourde, je vais demander à Tardy de faire une petite parenthèse chimie. L'eau est une molécule composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Or, il se trouve que l'hydrogène existe sous plusieurs formes qu'on appelle isotopes. Le plus répandu est l'hydrogène simple ou procyon qui est composé d'un proton et d'un électron. Mais il existe aussi le deutérium qui possède en plus d'un proton et d'un électron un neutron. Le deutérium se comporte comme le procyon et peut donc s'intégrer dans une molécule d'eau et former donc de l'eau lourde. Sur Terre, l'eau des océans possède un rapport deutérium-procyon de 0,000158. Environ 0,000158. Ouais, un peu de choses près quoi. Il n'y avait rien de plus précis en stock? Je peux. Alors en fait... Bref, concernant notre chère comète Chury, elle possède un rapport en eau lourde qui est 3 fois plus élevé que celui de nos océans à nous. Il est donc improbable que les comètes soient à l'origine de l'eau terrestre, ou du moins pas l'origine majoritaire. La théorie des comètes étant définitivement écartée, c'est une autre théorie qui existait avant bien que minoritaire qui commence à avoir le vent en poupe. La théorie de la Terre primitive froide, ou en anglais, la Cool Early Earth. Cette théorie se base sur un modèle de formation de la Terre qui comprend un refroidissement rapide après la formation de sa croûte, vers 4,47 milliards d'années. Et ce refroidissement aurait permis l'apparition d'eau liquide. La température aurait alors chuté rapidement pour atteindre les 350 degrés Celsius pour une pression équivalente à 200 fois la pression atmosphérique actuelle. À titre de comparaison, c'est la pression qu'on ressent vers 2000 mètres de profondeur dans la mer, mais avec la température d'un four à thermostat 12. C'est cuit! Tu fais quelque chose à bouffer? Et là, normalement, vous me dites comment l'eau liquide peut-elle se former à 350 degrés Celsius? Et je vous répondrai assez facilement en fait. Parenthèse chimie. L'eau apparaît sous forme liquide entre 0 et 100 degrés Celsius, mais seulement sous les conditions normales de pression atmosphérique, soit environ 1043 hectopascales. Mais en augmentant la pression, on peut maintenir de l'eau à l'état liquide à très haute température. A l'inverse, quand la pression diminue, l'eau s'évapore à une température plus basse. Par exemple, au sommet de l'Everest, l'eau peut bouillir à 68 degrés Celsius seulement. À 350 degrés, donc, l'eau liquide peut se former. Et selon le modèle de Cool Early Earth, Terre primitive froide, l'eau des océans viendrait tout simplement des composés, gaz et poussières qui formaient le disque protoplanétaire. En gros, c'est un mot pour désigner le système solaire primitif dans lequel tous les matériaux, roches, gaz, poussières vont finalement s'agglutiner pour former des planètes. Et ça s'appelle disque parce que ça a la forme d'un disque. Or, on sait que l'eau existe déjà dans le disque protoplanétaire. Il n'est donc pas idiot de penser que la Terre, en se formant, a agglutiné cette eau qui se trouvait autour d'elle, et qu'au moment de son dégazage, elle se soit débarrassée de cette eau qui soit finalement retombée sous forme de pluie au moment du refroidissement, créant ainsi les tout premiers océans. Alors du coup, c'est ça la réponse. L'eau existait déjà dans les matériaux constitutifs de la Terre, elle s'est refroidie, il a plu, et paf, ça fait des océans. Oui, mais non. Car là encore, l'eau lourde vient mettre son grain de sel dans l'histoire. Car il se trouve qu'on connaît la proportion en eau lourde du disque protoplanétaire à l'endroit où s'est formée la Terre. Et qu'ici, le rapport y est 6 fois moins élevé que dans nos océans. Et là, normalement, vous me dites... C'est bientôt fini. Normalement, vous me dites que dans les comètes, il y a plus d'eau lourde, dans l'océan primitif, il y a moins d'eau lourde, que normalement, en mélangeant les deux, on devrait à peu près arriver à nos océans. Et je vous répondrai, c'est une théorie. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui justement planchent sur un modèle de mélange entre l'eau apportée par les comètes et celle de l'océan primitif. Le seul problème, c'est qu'entre la variabilité de l'eau à l'intérieur des comètes, du nombre d'objets qui sont véritablement tombés sur la Terre et les vaporisations qui ont pu arriver lors d'impact, on n'a aucun modèle aujourd'hui qui véritablement fonctionne. Et ça, c'est un peu problématique en science.
Mais au-delà de ça, c'est une théorie qui complexifie beaucoup le processus, alors qu'aujourd'hui, on en a une autre, plus simple et qui marche mieux. La théorie des chondrites carbonées. Alors forcément, la première question, qu'est-ce que c'est qu'une chondrite carbonée? Moi je sais. Non. C'est encore un caillou. Non! Les chondrites carbonées, ou chondrites C, sont un type particulier de météorites. Alors, je ne vais pas vous faire ici toutes les catégories de météorites, surtout qu'il y en a beaucoup, et puis qu'en plus, elles sont divisées elles-mêmes en sous-catégories. Ouais, et c'est relou. Non, c'est très intéressant, c'est juste pas sujet. C'est des cailloux. Les chondrites carbonées sont originaires de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve actuellement entre Mars et Jupiter. Elles ont une particularité qui intéresse beaucoup les chercheurs, c'est qu'elles peuvent contenir jusqu'à 20% d'eau. Et donc elles pourraient être un candidat à l'origine de l'eau sur Terre. Surtout qu'on a analysé l'eau de ces chondrites et qu'il se trouve qu'elles ont un rapport en eau lourde très proche de celui de nos océans. Ça y est, on a trouvé un objet céleste dont l'eau a la même signature isotopique que la nôtre. Cela fait en fait plutôt sens, car on sait aujourd'hui que dans le disque protoplanétaire, c'est bien à l'endroit de ces astéroïdes que se forme l'eau lourde dans ces quantités. Et pas au niveau de la Terre. Reste maintenant à savoir comment toute cette eau dans ces météorites a bien pu se retrouver sur notre planète à nous. Et pour ça, il y a un modèle. Le Grand Tack Scenario, ou en anglais le Grand Tack Scenario, est un modèle développé en 2011 qui a quelque chose d'absolument génial. Il résout un nombre d'énigmes sur le système solaire qui est absolument hallucinant. On y reviendra donc très probablement dans les émissions à venir, et pour aujourd'hui on va juste se concentrer sur ce qu'il apporte dans la question de l'origine de l'eau terrestre. Selon ce modèle, et d'ailleurs selon plein d'autres modèles, c'est Jupiter qui est la première des planètes à se former définitivement et à se mettre à orbiter correctement autour du Soleil. Seulement, comme elle est la seule véritable planète à orbiter et qu'il n'y a aucune autre pour l'équilibrer, elle se rapproche inexorablement du Soleil. En 500 000 ans seulement, elle va passer de son orbite initiale, soit 500 millions de kilomètres du Soleil, à l'endroit actuel de Mars, soit 250 millions de kilomètres. Sur son passage, évidemment, elle chasse les astéroïdes et les protoplanètes qui se trouvent à cet endroit-là et les expédie direct vers le centre du système solaire où elles vont allègrement bombarder les protoplanètes qui s'y trouvent, dont la Terre. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la zone des planètes telluriques est occupée par 50 à 100 protoplanètes qui orbitent de manière plus ou moins erratique. Il y a donc du monde quand le champ gravitationnel de Jupiter vient mettre le bazar et va ainsi provoquer un énorme carambolage. C'est d'ailleurs à cette période-là, vers 4,45 milliards d'années, qu'on va se prendre une petite protoplanète de la taille de Mars sur la tronche, Theia, impact à l'origine de la formation de la Lune. Par la suite, la formation de Saturne aurait permis de rattraper Jupiter dans sa course folle pour la ramener à son orbite actuelle, soit 700 millions de kilomètres. Ce serait donc cet événement qui aurait apporté l'eau sur Terre, provoquant au passage un nombre de cataclysmes en chaîne absolument effarants et un très grand nombre d'impacts. Ce modèle expliquerait aussi l'origine de l'eau lunaire, parce que oui, il y a de l'eau sur la Lune. Certes, elle est gelée et elle est dans les roches, mais c'est quand même de l'eau. Ce qui nous amène donc à notre dernière question. C'est quand que ça s'arrête? Oh, c'est pas bientôt fini! Non, mais c'est relou, là, on fait que parler de cailloux. C'est pas des cailloux, et de toute façon, de quoi tu voudrais parler? Ah, alors ça tombe très bien, parce que, regarde, si on va aller voir le héron pourpré, alors on part de Paris en Camargue, on a fait 10 heures de bagnole, on fait 5 heures d'affût, on voit 10 secondes, et après, pour célébrer ça, on se fait une petite terrine d'ortie sauvage. Ce qui nous amène donc à notre dernière question. Pourquoi avons-nous conservé notre eau alors que Mars l'a perdue? Car la Terre n'a probablement pas préservé ses océans intacts pendant des milliards d'années. Les très nombreux impacts d'objets qui ont ponctué l'AD1 ont vraisemblablement vaporisé l'eau terrestre dans l'espace, et ce à différentes reprises. Mais la Terre, contrairement aux autres planètes telluriques comme Mars, a une arme secrète, son champ magnétique. Tardy? Parenthèse physique. Non. Comment ça, non? Non? Oh, s'il te plaît. Alors on va en Camargue. Non, on n'ira pas en Camargue. Bah alors. Bon, on ira autre part, si tu veux. Bon, le champ magnétique terrestre permet de nous protéger du vent solaire. C'est ce flux d'ions et d'électrons que nous balance allègrement le soleil sur la tronche. Cette protection presque imperméable empêche ces vents d'atteindre la surface de la Terre, mais empêche également un certain nombre d'éléments d'en sortir, comme l'hydrogène. Dans le cas d'une vaporisation des océans suite à un impact, sans magnétosphère, l'eau peut être arrachée par les vents solaires et dispersée dans l'espace. Grâce à cette protection, la Terre a pu conserver son eau lors des événements cataclysmiques.
La théorie de l'origine de l'eau par les météorites de type chondrite carboné est aujourd'hui la plus communément admise dans la communauté scientifique. Mais évidemment, il est impossible d'assurer à 100% que cette théorie soit le reflet exact de la réalité. N'oubliez pas qu'il s'agit de recherches récentes et qui sont donc sujettes aux modifications au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. D'autre part, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur la proportion d'eau qu'on doit accorder aux comètes, à l'eau primitive ou aux météorites de type chondrite C. Une manière élégante de dire que chacun prêche pour sa paroisse. Si la plupart s'accordent sur l'origine majoritaire de la part des chondrites C, il est impossible de rejeter l'idée qu'une petite partie de l'eau primitive ait été préservée. De la même manière, le pilonnage subi par les comètes lors du grand bombardement tardif a bel et bien eu lieu et a donc apporté une petite partie de l'eau terrestre, elle aussi difficile à quantifier. Voilà, ce premier épisode d'Histoire naturelle est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez-nous un commentaire pour nous donner votre avis, votre retour, pour nous dire s'il y a des choses à changer, à améliorer ou à garder. Bref, tout ce qui pourrait être bénéfique pour que cette chaîne soit à la fois la plus instructive, mais aussi la plus divertissante possible. En attendant, continuez à vous questionner, à vous interroger, à chercher à découvrir les secrets de l'univers. Il est assez vaste et il y en aura pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire naturelle, où on parlera un peu moins de cailloux et où on abordera l'origine de la vie. Yeah!